l'épilepsie est une maladie chronique fréquente, osons parler de l'épilepsie. Par rapport à ça, nous avons encore du matériel, hein, des affiches. Oui, il y a encore des affiches, du matériel qui date donc de cette campagne, donc on peut toujours les utiliser, les afficher près de chez vous. Dans notre enquête, 36% des personnes disent avoir entendu le spot radio. Bon, c'est sans doute le reflet un peu de la population générale qui écoute la radio. Et ce qui nous conforte, c'est que 93% des répondants sont d'accord avec le message. Petit état des lieux de nos activités à la ligne. Donc, notre rôle principal, ça reste la formation et l'information. Sur le plan des visites sur le site internet, ça augmente de mois en mois. Et vous voyez ici, avec sans doute l'opération Savon en janvier-février, il y a encore plus de visites. Donc, ça fait des centaines de visites chaque jour et ça, c'est très important. Le groupe Facebook était aussi plus important, donc maintenant 1025 abonnés et 990 personnes sont inscrites à la newsletter. Donc, pour ce qui est des formations, on continue de former chaque année les professionnels, donc que ce soit des paramédicaux et aussi donc, les médecins ou neurologues en formation pour des cours avancés d'épileptologie. Par rapport aux patients, on met en place et on espère que ça va se répandre plus des groupes de parole. On est à votre service pour diffuser l'information auprès des écoles, des institutions. Et on continue, donc le journal semestriel, donc le numéro 3 est disponible. Pour terminer, chaque année, je vous répète sans doute le même message. Donc, on est une association principalement de médecins, mais on veut s'ouvrir aux patients aussi et être un soutien pour une association de patients. Et dans ce cadre-là, je pense vraiment que l'opération Savon peut apporter un plus. Donc déjà depuis 3 semaines, on a vendu des centaines de savons alors que les moyens sont limités, hein, principalement à cause des mesures Covid. Et je pense que c'est bien sûr un soutien financier qui pour nous peut être très important pour la poursuite de nos actions, mais aussi des occasions de contact, d'échanges entre bénévoles. Et dans le cadre de cette lutte contre la stigmatisation, mais faire mieux connaître la maladie, apporter une visibilité pour l'épilepsie et les personnes qui en sont atteintes. Et j'espère vraiment que ça va devenir un rendez-vous annuel qui permettra de vraiment faire de mieux en mieux connaître la maladie. Et donc, on pense continuer cette opération Savon, en tout cas tout le mois de février et début mars, certainement, probablement chaque année. On espère aussi qu'il y ait davantage d'antennes locales. Pour l'instant, donc, il y a des antennes à Charleroi, Namur et Liège. Et pour les personnes intéressées, donc, nous recherchons toujours des personnes relais pour Bruxelles, Brabant Wallon et Luxembourg. Et enfin, je termine en disant que toutes les initiatives restent les bienvenues. Donc, il y a un réseau maintenant de patients et de proches de plus en plus étendu. Donc, ça doit être le moyen de diffuser toutes les informations et d'organiser différentes actions. Voilà, merci pour votre attention. Je vais laisser la parole au professeur Michel Haussmann. Bonjour à tous. Un petit instant, je vais chercher la présentation.
Petit souci technique, ça arrive. Voilà. On voit les jaunes. Vous voyez quelque chose? Oui, on voit la première diapo. Ok, parfait. Oui, moi aussi, parfait. Voilà. Oui. Donc, par contre, je dois reprendre le contrôle sur ma présentation. Où est-ce que ça redonne? Chaque chiffre. Ah oui, c'est vrai. Ah, le son est désactivé. On rappelle à chacun, si les personnes invitées, les participants peuvent couper leur micro pour bien entendre, s'il vous plaît, le conférencier. Merci. Voilà. Donc, je voulais discuter un petit peu avec vous du risque qui est lié aux crises épileptiques récidivantes. Les crises épileptiques récidivantes, c'est surtout la problématique des accidents et des décès. Ça va être un petit peu le thème aujourd'hui. On va un petit peu voir ce qu'il peut faire pour essayer de prévenir ça au mieux. Et puis, il y a toute une série d'autres problèmes que nous n'aborderons pas aujourd'hui, qui sont les altérations cognitives et les troubles psychosociaux. Alors, le but de la présentation, c'est surtout aujourd'hui, c'est de vous faire un peu une introduction de ce dont on va vous parler par la suite. Alors, les risques liés aux crises récidivantes, c'est d'abord les accidents, que ce soit les traumatismes, les accidents de la route, les chutes, les brûlures, les noyades. Et tout ça, ça entraîne quand même un certain risque de mortalité qui est entre 2,5 et 5,6 fois la normale par rapport à la population normale. Ensuite, si on reprend par exemple certaines études, on voit bien que le risque de noyade, eh bien, une étude canadienne montrait qu'il y avait un risque qui était de 5%. Et quand on dit noyade, ce n'est pas nécessairement en lac ou en piscine, ça peut être une noyade dans une baignoire parce qu'on a pris un bain sans surveillance alors qu'on a une épilepsie qui n'est pas bien contrôlée. Ça peut être aussi les risques qui sont liés aux accidents de la circulation, mais il faut quand même toujours les relativiser. On sait que les accidents qui sont liés aux crises épileptiques, ça donne une mortalité de 0,2%, alors que le risque d'accident mortel lié à l'alcool, lui, monte à 31%. Il y a un autre point qui est beaucoup décrit aussi dans les crises récidivantes et la mortalité, c'est ce qu'on appelle le SUDEP, la mortalité liée aux crises épileptiques de façon soudaine. Alors, pour répondre à ces critères, il faut d'abord que les gens aient bien sûr une épilepsie et il faut qu'ils décèdent de façon qui est tout à fait inattendue alors qu'ils étaient a priori en bonne santé. Et cette atteinte, elle est brutale. On peut parfois avoir un arrêt cardio-respiratoire dans le décours de la crise, mais pas toujours. Et ce décès survient alors que le patient ne faisait rien de particulier dans des circonstances bénignes de la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre cause au décès. Alors, ce SUDEP, en fait, c'est quelque chose qui est retrouvé d'à peu près dans un cas pour 1000 épilepsies par an, ce qui veut dire que dans le monde, il y aurait à peu près 50 000 personnes
qui décèdent de façon brutale suite à une crise d'épilepsie. Maintenant, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines populations qui sont beaucoup plus à risque que d'autres, et donc c'est surtout les épilepsies qui sont réfractaires, les gens qui vont faire des crises convulsives récidivantes, qui ne répondent pas bien au traitement, qui ont un risque qui est beaucoup plus important. Donc il reste toujours très significatif de rediscuter un petit peu avec son neurologue de type d'épilepsie que l'on a pour savoir si on est quelqu'un qui est un peu plus à risque ou d'autres. Et c'est aussi dans ce contexte-là que tout ce que l'on va vous présenter dans le reste de l'après-midi sont des choses qui doivent pouvoir aider à sécuriser les choses au mieux. Alors, pourquoi détecter des crises d'épilepsie? D'une part, c'est pour avertir du risque de survenue d'une crise d'épilepsie, c'est avertir le patient d'une part, c'est pour le protéger, pour qu'il puisse éventuellement prendre un traitement de secours si besoin est, c'est de pouvoir aussi avertir des proches. Il y a des systèmes qui peuvent permettre de faire intervenir quelqu'un en cas de crise. Et puis, c'est aussi, dans un second temps, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des systèmes qui pourraient empêcher ou limiter l'effet d'une crise? Par exemple, l'administration d'un traitement de secours, un médicament, ou bien tous les systèmes de neurostimulateurs. Enfin, c'est évaluer les effets des traitements pour en augmenter l'efficacité. La façon la plus simple que l'on utilise actuellement, c'est le simple agenda de crise. Le fait de noter il y a des crises, il n'y a pas de crise, ça permet de pouvoir rediscuter avec le neurologue et de pouvoir à ce moment-là aussi réadapter le traitement. Alors, le premier principe, c'est un peu le principe action-réaction. Et donc, je vous ai repris un petit peu ce que les cardiologues font depuis des années quand ils mettent des stimulateurs cardiaques, les pacemakers, ou des défibrillateurs cardiaques implantables pour choquer le cœur quand il entre en fibrillation ventriculaire. Eh bien, ces appareils, ils vont en fait détecter une anomalie du signal électrique cardiaque, de ce qu'on appelle l'électrocardiogramme, et ils vont aller stimuler certaines régions du cœur pour corriger le problème. Alors ça, c'est le problème chez les cardiologues, c'est devenu, entre guillemets, assez simple. Le problème en neurologie, en épilepsie, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Puisque vous avez, ça c'est un cœur où il y a un réseau cardiaque un réseau de conduction cardiaque qui est très simple, sur lequel avec un signal qui est l'électrocardiogramme qui est bien codifié, que tout le monde connaît, et il est relativement facile d'aller détecter des activités pour aller stimuler. Malheureusement, sur le plan de l'épilepsie, c'est beaucoup plus complexe. Les connexions dans le cerveau sont tellement multiples, peuvent connecter tellement de choses différentes. L'information de la crise épileptique n'est pas stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle peut, d'une personne à l'autre, elle est différente, et même chez une même personne, le trajet que va prendre une crise épileptique peut être différent. Donc, c'est beaucoup plus difficile de détecter, et le signal de l'électroencéphalogramme, vous avez un petit exemple ici, est évidemment aussi beaucoup plus complexe que celui de l'électrocardiogramme. Donc, on ne peut pas faire encore actuellement de la détection de très haut niveau pour pouvoir réagir d'une façon ou d'une autre. Il existe cependant déjà des systèmes. Il y a un système ici qui est enregistré aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la RNS. C'est un système qui en fait consiste à implanter dans le foyer où il y a de l'épilepsie une électrode qui va aller détecter l'activité anormale. Ça va être analysé dans un petit ordinateur ici et qui va aller stimuler après via des électrodes la zone pour essayer de couper la crise épileptique. Alors, c'est quelque chose qui n'est utilisé que dans des épilepsies qui sont très réfractaires. Ça s'améliore, ça devient de plus en plus efficace parce qu'on améliore les systèmes de détection, mais c'est encore des systèmes qui sont très compliqués et qui ne s'adressent pas à tout le monde. Ce sont vraiment pour des épilepsies non opérables, et ça va nécessiter une trépanation, et ce sont des systèmes qui sont aussi très coûteux. Il y a d'autres systèmes qu'on utilise là de façon beaucoup plus courante. C'est la stimulation du nerf vague, et les appareils de nouvelle génération vont fonctionner de la façon suivante. Le nerf vague, c'est un nerf qui va vers le cou et qui amène toute une série d'informations nerveuses
Et on sait quand on va stimuler ce nerf que ça peut diminuer le risque de faire des crises d'épilepsie. On sait aussi que avant une crise d'épilepsie ou au tout début d'une épilepsie, il peut y avoir une augmentation importante de la fréquence cardiaque. Et actuellement, bien, le petit stimulateur que l'on met peut détecter ces modifications du rythme cardiaque et stimuler à ce moment-là pour essayer de couper la crise d'épilepsie. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise de façon plus régulière, mais c'est de nouveau aussi réservé aux personnes qui ont une épilepsie qui est réfractaire. Bon, c'est très séduisant sur le plan technique, c'est certainement amené à s'améliorer sur le plan de l'efficacité, mais ça reste des choses qui sont complexes et onéreuses et qui ne s'adressent pour le moment qu'à une petite fraction de personnes qui souffrent d'épilepsie. Alors, il y a d'autres options, et ces options, bien, d'autres que moi vont vous en parler aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs systèmes, il y a la Nightwatch, il y a l'Empress 2, l'Emfit, les chiens détecteurs de crise, il y a Epic at Home, et puis il y a le Bête Agenda de crise. Alors, je vais juste brosser très rapidement ces différents éléments, et puis ce sera détaillé plus par la suite. Alors, la Nightwatch est un système de détection des crises avec un système que vous voyez ici, qui peut détecter jusqu'à 96% des crises, qui va faire des mesures des mouvements durant le sommeil, des mesures de la fréquence cardiaque. C'est transmis à une station de base, ça peut être retransmis via le GSM, et ça montre, en tout cas dans la détection, une supériorité qui est plus importante que celle que l'on voit dans les détecteurs qu'on met dans le lit. Il y a un autre système qui est un des premiers qui est arrivé un petit peu sur le marché, qui est le système Empress 2, qui détecte les crises convulsives. Ça se base sur l'intensité des mouvements, sur l'activité électrique de la peau, sur la température de la peau. Et alors, il y a des alarmes qui se font vers un smartphone, une tablette via le Bluetooth et des alertes qui peuvent être données via Internet, par SMS ou par appel téléphonique. Il y a le système Emfit, qui est un système de détecteur de mouvements. Ça détecte les mouvements du patient, mais aussi les petits mouvements que le cœur fait dans le corps et au travers du matelas. Et donc, ça peut donner des alertes sonores et des envois de messages vers des systèmes d'alarme, vers le téléphone. Là, évidemment, ça ne va détecter les choses que quand le patient est couché dans son lit. Il y a le système Epic at Home, qu'on vous montrera aussi tout à l'heure, qui va combiner 2 capteurs avec les signaux de l'électroencéphalogramme, les signaux du cœur, les activités musculaires et les mouvements. Il y a les chiens avertisseurs de crise. Alors, ils peuvent informer leur maître de l'imminence d'une crise. Ils peuvent se coucher à côté d'une personne pour éviter qu'il se blesse, voire amortir un petit peu la crise. Il va rester auprès du patient pendant la crise pour apporter soutien et réconfort. Et certains peuvent être aussi dressés pour activer certains appareils d'alerte pour appeler quelqu'un. Alors, une étude récente a montré que si on prenait en fait le parfum de crise qui était mis lors d'un épisode de crise, mais également 1 heure avant la crise, eh bien, un grand nombre de chiens bien dressés pouvaient détecter la crise suffisamment à l'avance. Et donc, il y a certainement encore plein de choses qui vont pouvoir encore survenir de ces dernières études pour encore mieux driller les chiens. Il y a des outils qui sont des outils comme des agendas de crise qui permettent d'évaluer le traitement, d'évaluer la fréquence des crises, de reprendre les effets secondaires et autres qui sont comme l'agenda électronique ici, qui a d'autres fonctions que la fonction agenda qui est épilepsie, dont on vous parlera également tout à l'heure. L'agenda papier, c'est le premier niveau et donc je pense que tout le monde doit au moins avoir celui-là comme agenda pour le suivi. Après, il peut passer dans une version électronique, mais ça reste un petit peu ce qui est le plus accessible. Enfin, l'avenir, c'est probablement la prévision des crises, comme la météo. Et donc, actuellement, on développe de plus en plus des algorithmes qui permettraient, en mesurant l'activité électrique cérébrale, parfois plusieurs heures
avant la crise pour dire quel est le risque de crise qu'on a dans la journée. Et on pourrait dire, ben, aujourd'hui, vous avez un risque de crise de autant de pourcents. Ça peut paraître de la science-fiction, mais des premiers éléments sont vraiment très intéressants et je pense qu'on va continuer à développer des outils de ce type-là par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais repasser la parole à Valentine. Voilà, un grand merci, professeur Haussmann, pour l'exposé plus qu'introductif, vraiment très, très bien fait avant d'accueillir maintenant nos invités qui vont présenter effectivement de manière plus concrète encore les différentes aides et outils qui sont actuellement disponibles. Alors, on va d'abord accueillir Monsieur Jacques Vincent. Alors, Monsieur Jacques Vincent est le président de AFEVI, qui va vous présenter l'outil Nightwatch, détecteur de crise d'épilepsie nocturne. Et ensuite, on va pouvoir diffuser le petit film qui présente le mode, je dirais, l'utilisation concrète du Nightwatch. Alors, Monsieur Jacques Vincent, je pense, est parmi nous. Oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre réunion. Je vais essayer de vous partager mon écran parce que je voudrais vous montrer quelque chose de... Je voudrais travailler à partir d'une plaquette. Est-ce que vous la voyez là? Non, peut-être pas. Pour le moment, non. On vous voit. On me voit moi, mais on ne partage pas l'écran. Alors, attendez voir. Ça, hop, bureau, voilà. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas le... J'ai peut-être pas le bon système. Bon, on va laisser tomber. Hein. Vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. On vous écoute. Bon, bah écoutez, le Nightwatch est un appareil qui est utilisé depuis maintenant 2 ans. Il a été mis en service en 2019 aux Pays-Bas. C'est un appareil c'est un appareil de détection des crises d'épilepsie nocturne et il est constitué d'un bracelet et d'une base qui est reliée par Wi-Fi à ce bracelet. Et c'est cette base qui émettra un signal sonore pour prévenir quand il y a une crise d'épilepsie. La particularité de cet appareil, comme l'a dit tout à l'heure le professeur dans l'introduction, c'est effectivement qu'il détecte 96% des crises d'épilepsie nocturne et donne une alerte en conséquence. Cet appareil est basé sur l'analyse en permanence durant la nuit du rythme cardiaque d'une part et des mouvements d'autre part. Et l'appareil a enregistré tout un tas d'algorithmes de mouvements, de combinaisons de mouvements et de rythmes cardiaques qui sont significatifs de l'arrivée de l'état de crise d'épilepsie. Cet appareil a été mis au point par les 2 centres d'épilepsie néerlandais, d'une part, des équipes de neurologues et de neuropédiatres, d'autre part, et avec des observations sur des patients, il y a plus de 10 000 enregistrements qui ont été faits au niveau des patients aux Pays-Bas. C'est pour ça que le niveau de recherche n'a jamais été égalé sur cette maladie, puisqu'on a un tel nombre d'enregistrements qu'on peut détecter 96% des crises d'épilepsie nocturne. L'appareil lui-même peut être également raccordé à Internet et du coup, vous pouvez aller sur un portail qui est dédié à cette application et qui vous permet d'avoir l'enregistrement de tout ce qui s'est passé dans la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien avoir dans ces enregistrements voir comment s'est déclenchée la crise, à partir de quel moment il y a eu l'accélération de rythme cardiaque, quand est-ce que ça a déclenché les variations de mouvement, etc. etc. Et ces enregistrements-là, vous pouvez les imprimer et les transmettre éventuellement à votre neurologue ou à votre neuropédiatre, chose qu'on n'a pas par ailleurs, qu'on n'avait pas par exemple sur l'appareil MFit. Je vous rappelle que je suis distributeur en France de l'appareil MFit aussi bien que de l'appareil Nightwatch. Donc j'ai bien une bonne idée de l'utilisation des 2 appareils. Le Nightwatch peut aussi, par le biais du portail,
être connecté à l'application que vous allez voir tout à l'heure qui s'appelle Help Epilepsy, qui permet d'avoir une liaison entre les enregistrements que vous faites la nuit et l'agenda de cette application. Mais je pense que l'intervenant qui parle de Epilepsy pourra vous parler de cette liaison qui existe entre le Nightwatch et son module. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé ce qu'on peut faire avec le Nightwatch. Il est clair que cet appareil peut être utilisé bien sûr à domicile. Il peut être connecté à un transmetteur téléphonique GSM qui permet par exemple à des gens qui sont seuls d'avoir une transmission sur 4 téléphones portables par le biais du système GSM. Ça peut permettre par exemple, l'exemple le plus courant, c'est les parents qui veulent envoyer un enfant à l'université, qui veulent qu'il soit en chambre universitaire, il va être tout seul dans sa chambre. Avec ce système-là, il peut avoir un système qui va prévenir 2 ou 3 copains autour si jamais il devait faire une crise tout seul dans sa chambre. Et cet appareil-là peut aussi être utilisé en établissement ou en hôpital, puisqu'il peut être connecté soit directement au système d'appel malade, soit aux appareils de veille qui vont envoyer les alarmes sur le téléphone portable des veilleurs de nuit. Et donc l'appareil peut à ce moment-là indiquer 6 types d'alarmes, 3 alarmes de type cardiaque et 3 alarmes de type crise d'épilepsie. Ce qui permet, quand le veilleur a un téléphone portable connecté à cet appareil, que quand l'alarme se déclenche, il va pouvoir voir tout de suite sur son téléphone de quel type d'urgence il s'agit. Et si par exemple il s'agissait d'un arrêt cardiaque, il va savoir qu'il faut qu'il se précipite dans la chambre pour tenter d'apporter les premiers secours. Voilà, je crois que j'ai essayé d'être assez bref puisqu'on m'a dit que j'avais une dizaine de minutes pour présenter mon matériel et répondre à quelques questions. Donc, si vous voulez, je peux maintenant répondre à quelques questions si vous voulez bien me les transmettre. Le prix également actuellement, vous avez indiqué 1 800 € sur le slide, mais il y a une promotion actuellement qui fait qu'on offre la TVA aux patients particuliers. Et donc le prix pour un particulier en Belgique est actuellement de 1 500 € plus les frais de port. Et sur mon site internet, vous avez toutes les indications en français. Ok, merci beaucoup, Monsieur Vincent. Je pense qu'on a donc le petit clip qui montre l'utilisation du Nightwatch. Alors, Michel, est-ce qu'on peut le diffuser maintenant, le clip? Je l'envoie dans une seconde. Super, merci beaucoup. Vous devriez pouvoir activer le son éventuellement. Nous entendre. Donc, je vais commenter un petit peu en même temps si vous voulez. Donc la bande élastique permet de l'adapter à la taille de bras de chaque personne. On peut utiliser l'appareil à partir de 4 ans. Il y aura des... Je vois qu'il y a une question qui est posée, y a-t-il des mises à jour? Oui, effectivement, chaque fois qu'il y a des progrès, il est possible de mettre l'appareil à jour périodiquement. Oui, effectivement, beaucoup d'internautes signalent qu'ils n'entendent pas le son de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas maître de cette technique. Michel, peut-être si tu ouvres ton micro. Je cherche.
On a entendu très brièvement juste avant qu'elle soit coupée. Alors, cette petite manœuvre que vous voyez là n'est à faire qu'une seule fois. Une fois que vous l'avez fait et que vous n'avez pas transporté l'appareil d'un lieu à un autre, il est en marche définitivement. Il se coupe automatiquement quand vous le branchez sur le chargeur. C'est ce petit bouton-là que je vous disais qu'on n'utilise qu'une seule fois de temps en temps. Porté par le patient lors d'un déplacement, par exemple. Voilà. La station de base. Retirez la station de base de l'étui de transport, y compris son adaptateur noir. Branchez l'adaptateur et branchez la station sur une prise. La station de base démarre, cela peut prendre une trentaine de secondes. Tous les voyants de la station de base s'allument. Dès qu'un ou deux voyants orange et deux feux verts sont allumés, le système est entièrement démarré. Réglez maintenant le volume souhaité pour les alarmes. Cela peut être fait avec les deux boutons situés sur le dessus de la station de base. Un bouton pour augmenter le volume et un bouton pour baisser le volume. L'alarme sonore que vous entendez lorsque vous appuyez sur les boutons est également associée à une crise épileptique potentielle détectée par le Nightwatch. La station de base doit être placée dans un endroit où l'alarme doit être entendue en cas de crise éventuelle. La distance entre la station de base et le bracelet peut aller jusqu'à 15 mètres en intérieur. La station de base vous alertera si le bracelet est trop éloigné et hors de portée de la station de base. Contactez-nous si vous avez besoin d'une plus large portabilité. Si la station de base est opérationnelle et que le bracelet est allumé et chargé, alors le Nightwatch est prêt à fonctionner. Démarrez le Nightwatch. Le meilleur moment pour mettre le Nightwatch est le coucher. Retirez le bracelet du chargeur. Lors de la déconnexion du chargeur, un bip retentit toutes les 2 secondes et un voyant rouge clignote sur la station de base. Cela signifie qu'une connexion se fait entre le bracelet et la station de base, mais qu'aucun battement de cœur n'a encore été observé. Maintenant, placez le bracelet autour de la partie supérieure du bras. Après un certain temps, le Nightwatch va détecter un battement de cœur et arrêtera le bip. Vous pouvez voir un voyant vert à la place du voyant rouge sur la station de base. Cela signifie que le Nightwatch fonctionne correctement et que le porteur peut s'endormir. Le bracelet indique également que la fréquence cardiaque a été trouvée par un voyant vert qui clignote sur le côté visible. La luminosité de ce voyant est adaptée à une utilisation nocturne et donc uniquement visible dans un environnement sombre. Le Nightwatch reconnaît si le porteur est en position debout, se déplace ou est couché dans son lit au repos et ajuste sa sensibilité en conséquence. Si l'utilisateur est au lit depuis un certain temps, le voyant sur la station de base et celui sur le côté visible du bracelet passent au vert en continu. Dans ce cas, le Nightwatch prend les mesures avec la plus grande sensibilité. Pendant la nuit, le Nightwatch mesure continuellement la fréquence cardiaque et le mouvement de l'utilisateur et, sur cette base, détecte une crise d'épilepsie potentiellement dangereuse. Dans ce cas, la station de base émet une alarme sonore et un voyant rouge clignote sur la station de base et sur le bracelet. Appuyez sur l'un des boutons de volume pendant une alarme, cela coupe temporairement le son. L'alarme dure 3 minutes, après quoi, le Nightwatch revient automatiquement en mode normal et peut à nouveau alerter en cas de crise. Vous n'avez rien à régler pour cela, c'est automatique. Le Nightwatch envoie également des alertes en cas de problème de mesure pendant la nuit. La station de base vous permet de savoir ce qui se passe par des bips et signaux lumineux.
Aucune fréquence cardiaque fiable ne peut être mesurée. Un bip toutes les 2 secondes. Aucune connexion ne peut être faite au bracelet. 2 bips toutes les 2 secondes. La batterie du bracelet se décharge. 4 bips toutes les 2 secondes. Toutes les alertes et leurs significations peuvent être rapidement lues sur la carte d'alerte incluse. Avant toute utilisation, lisez attentivement la notice. Le Nightwatch détecte les crises d'épilepsie aussi précisément que possible, mais peut également en manquer. Le Nightwatch peut également alerter en cas d'absence de crise d'épilepsie. Si cela est fréquent, veuillez nous contacter. Parfois, même une petite astuce peut faire la différence. Testez le Nightwatch et toutes ses fonctionnalités pour déterminer s'il est un outil efficace et adapté à votre situation. Pour toute question pendant l'utilisation, veuillez contacter notre helpdesk ou visiter notre site web. Consultez notre site web pour en savoir plus sur les fonctionnalités supplémentaires du Nightwatch, telles que l'utilisation du portail de données Nightwatch pour voir les données de mesure enregistrées sous forme d'historique. Nightwatch, une nuit plus sûre pour les personnes souffrant d'épilepsie sévère. Merci. Voilà. Je ne sais pas si Monsieur Jacques Vincent, si vous voulez encore ajouter quelque chose. Oui. Je pense que vous avez pu répondre aux questions au fil de la conversation, sur le fil de la conversation, mais il y a peut-être des éléments que vous souhaitez ajouter. Bon, là, on a été assez complet. Je pense que le grand intérêt de cet appareil-là, c'est le fait aussi qu'il peut permettre les enregistrements. Comme vous l'avez vu sur les dernières vues de la vidéo, ces enregistrements sont extrêmement importants pour savoir ce qui s'est passé la nuit. Pour les parents, enfin pour les soignants, c'est très rassurant de pouvoir vérifier ce qui s'est passé la nuit. Quand il y a eu une alarme, de vérifier pourquoi il y a eu cette alarme. Parfois, c'est une crise qui s'est déclenchée, qui a été très courte, ce qui fait que quand vous êtes alerté par l'appareil, le temps que vous alliez dans la chambre pour voir ce qui se passe, la crise est terminée. Là, vous pouvez revenir voir sur l'enregistrement pourquoi l'appareil a déclenché une crise. Si c'était une crise avec des mouvements, si c'était un problème de rythme cardiaque, si c'était un problème d'arythmie, etc. Donc effectivement, la connexion au portail est extrêmement intéressante par rapport à tous les autres appareils qui existaient précédemment. Et puis, je précise aussi, la question a été posée, que l'appareil détecte 96% des crises d'épilepsie, alors que l'appareil MFIT, que je commercialise également, lui ne détecte que les crises tonico-cloniques et l'arrêt cardiaque. Il ne mesure pas les rythmes, il n'enregistre rien. Il ne fait que dire, soit il n'y a plus de rythme cardiaque, il faut intervenir, soit il y a une crise d'épilepsie tonico-clonique, il faut intervenir. Voilà, donc cet appareil-là va beaucoup plus loin. Donc peut-être pour prendre la liste des questions, Monsieur Vincent, oui. Plusieurs posent justement la question sur les absences. Donc cet appareil détecte également des crises de type absence dans lesquelles il n'y a pas de mouvement particulier. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, si vous voulez, comme je l'expliquais au début, ces enregistrements ont été faits sur une dizaine de milliers de cas d'épilepsie nocturne, avec dans ces cas-là des enregistrements vidéo qui ont permis d'analyser ce qui se passait. Et donc l'absence de mouvement qu'il y a pendant les absences font que c'est un des algorithmes qui est enregistré et qui permet d'avoir une alarme. Ok, merci. Et Valérie demande aussi quelle est la durée de vie de votre appareil. Alors, pour l'instant, il a été mis sur le marché il y a 2 ans, donc je n'ai pas beaucoup de recul, mais les constructeurs pensent que la batterie doit durer environ 2 ans et demi sur le bracelet, et donc lorsque le bracelet a sa batterie qui est périmée, elle vous est remplacée avec un prix préférentiel par rapport au prix du bracelet. Si vous voulez, comme le bracelet ne s'ouvre pas, on change le bracelet avec un tarif changement de batterie. Il y a un échange standard, si vous voulez, sur le bracelet. Okay, Est-ce que je peux intervenir? Si vous voulez. Bonjour, je suis Susanna Ferro-Santos, je suis neurologue épileptologue. Oui. Voilà, je voulais préciser un petit peu les choses par rapport à la détection des crises.
Donc cet appareil n'est pas un capteur électroencéphalographique, d'accord? Donc il n'enregistre pas du tout l'activité électrique cérébrale. C'est un détecteur si je ne me trompe pas, de mouvement et d'activité électromyographique, c'est-à-dire les mouvements, donc l'activité des muscles. Et il a été développé essentiellement, donc l'algorithme est développé essentiellement pour détecter les crises convulsives, donc les crises associées à des mouvements. Et de ce que j'ai pu en lire, effectivement, à ce titre, il est extrêmement efficace. Effectivement, les crises convulsives sont détectées dans la plupart des cas. Par rapport aux absences, je pense que ce n'est pas tout à fait exact de dire que l'appareil détecte les absences. Je pense que la seule méthodologie qui pourrait détecter une absence, c'est-à-dire une crise qui ne se manifeste que par une décharge électrique cérébrale et donc l'arrêt de l'activité, je pense que la seule technique vraiment efficace à ce jour serait une technique qui viserait l'enregistrement de l'activité électrique cérébrale. Voilà, donc de toute façon, je pense que le but principal de cet appareil, et c'est vraiment l'utilité principale que j'aimerais souligner et pour laquelle je suis enthousiaste, c'est vraiment la détection des crises convulsives qui sont, comme vous l'avez entendu dans la présentation du professeur Haussmann, qui sont les plus dangereuses, les crises convulsives nocturnes. Et c'est bien celles-ci qu'on voudrait viser avec un appareil fiable et facilement utilisable pour les patients. Merci, docteur Rao. Et une dernière question peut-être importante aussi, je pense que Maël pose, est-ce que Nightwatch est remboursé? Je pense que non, mais est-ce qu'on a pris des actions pour essayer d'obtenir un remboursement auprès de la mutuelle, au moins dans certains cas? Alors, je ne connais pas complètement la législation française, hein, puisque moi je suis distributeur sur la France. Et donc, sur la France, un dossier est en cours de constitution pour obtenir le remboursement. Il en est de même en Allemagne et en Angleterre, et il en est de même aux Pays-Bas. Pour l'instant, il n'est remboursé dans aucun pays. Et je ne sais pas qui, en Belgique, entamera les démarches pour que ce soit remboursé auprès de la Caisse de sécurité sociale belge. Mais je pense que ça pourrait être effectivement du ressort de votre association, éventuellement, de faire le dépôt d'un tel dossier. Parce que moi, si vous voulez, étant domicilié en France, je ne vois pas tellement comment je peux faire ce type de démarche auprès des autorités belges. Merci beaucoup. Est-ce que je peux intervenir encore une fois? Bien sûr. Je vais mettre ma vidéo, voilà, comme ça on me voit, j'ai oublié de la mettre tout à l'heure, désolée. Mais c'est une question extrêmement intéressante, donc celle du remboursement, bien sûr, Monsieur Vincent. Et je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer, donc aux Pays-Bas, par exemple, qui est-ce qui a porté cette demande? Est-ce que c'est une association de médecins, une association de patients, les deux ensemble? Comment est-ce que les démarches se sont faites pour qu'on puisse éventuellement s'en inspirer ici en Belgique? Et comment ça se passe aussi en France? Alors, je peux vous répondre sur la France, que je connais bien, puisque c'est mon pays, mais les autres, je ne pourrais pas vous répondre de façon certaine, je préfère m'abstenir. Donc, sur la France, si vous voulez, le fonctionnement de la demande de remboursement est fait par une personne. En général, c'est le distributeur, si vous voulez, qui fait cette démarche. On doit constituer un dossier assez important qui va permettre à l'organisme de remboursement de vérifier la validité, la pertinence de l'appareil par rapport à la pathologie qu'il veut détecter. S'il passe ce premier cap, il y a une deuxième commission qui va valider le prix auquel sera remboursé l'appareil. Et donc l'industriel ou l'importateur, puisque c'est moi qui suis en train de faire cette démarche sur la France, doit payer une certaine somme qui correspond aux frais de dossier de l'administration pour étudier le dossier en question. Ce sont des démarches qui sont en général assez longues,
puisqu'il y a la constitution du dossier et ensuite on ne maîtrise pas le délai pendant lequel l'administration étudie le dossier avant de donner sa première réponse. Et une fois qu'elle a sa première réponse, il y a encore un deuxième délai pour arriver à l'agrément du prix. Le paradoxe en France, c'est que vous avez, par exemple, certains appareils qui sont reconnus utiles, mais qui ont un remboursement à 0. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, et par contre, en attendant d'avoir ce remboursement, en France, et j'imagine que c'est peut-être la même chose en Belgique, vous avez plusieurs solutions pour aider à financer l'appareil. La première solution, c'est quand vous avez un contrat avec votre mutuelle dans lequel est inscrit la possibilité de remboursement d'un appareil non remboursé par la sécurité sociale une fois ou 2 fois par an. Donc là, vous pouvez obtenir une aide. En France, nous avons aussi, dans chaque département, une maison du handicap, une maison départementale du handicap, ça s'appelle la MDPH, et donc cette maison-là, dans chaque département, étudie les dossiers et en fonction de chaque dossier, va accorder ou ne pas accorder une aide plus ou moins importante pour financer l'appareil. Et la troisième voie qui est recommandée en France, en attendant qu'il y ait un remboursement, c'est aussi de s'adresser aux caisses de retraite, puisque les caisses de retraite ont un fonds de solidarité sociale qui permet aux cotisants à leur caisse de retraite de bénéficier d'une aide sociale quand ils ont justement à faire face dans leur famille à des maladies rares qui nécessitent des frais non courants. Ai-je répondu à votre question, docteur? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu un soutien de la Ligue française contre l'épilepsie? Alors, nous avons effectivement de très bons contacts avec la Ligue française et normalement, si vous voulez, une fois que le dossier est déposé, la Ligue et les associations de patients ont 5 semaines pour donner leur avis sur l'appareil. Et je sais que la Ligue en particulier, vous connaissez sans doute Madame Thomas Vialette, qui m'a promis qu'elle interviendrait dès que le dossier dès que les 5 semaines seront ouvertes, pour apporter son soutien à ce dossier-là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentine. Je pense que je vais te rendre la parole et on va passer à l'orateur suivant parce que le temps passe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vincent. Je vous en prie, à votre service. Je reste là. Si vous avez d'autres questions, je serai en ligne quand vous voudrez. OK, un grand merci. Merci à tout à l'heure, Monsieur Vincent. Et donc maintenant, on va accueillir Jonathan Schreiber, qui est cofondateur de Helpilepsy, pour vous présenter donc cet outil, cette aide pour les personnes atteintes d'épilepsie et aussi pour les neurologues. Donc, Jonathan Schreiber. Ouais, bonjour Valentine. Bonjour. Merci Valentine pour l'invitation et pour l'organisation à toute la Ligue aussi. Je partage mon écran? Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, je suis Jonathan, je suis cofondateur de l'équipe qui travaille sur Helpilepsy. Donc, Helpilepsy, c'est une application mobile pour les personnes atteintes d'épilepsie et leurs familles, et un tableau de bord pour le neurologue. Mais avant que j'explique ça plus en détail, peut-être un peu d'où on vient. Donc, on a commencé il y a 4 ans. Un des cofondateurs, donc qui travaille avec moi, Sanawar, son frère, qui est ici sur la photo, est atteint d'épilepsie. Et donc, Sanawar a pu vivre le défi que ça pouvait représenter de vivre dans une famille avec quelqu'un qui est atteint d'épilepsie. Donc, il y a les crises, oui, mais il y a aussi l'incertitude, les conséquences sur la vie de tous les jours. Enfin, je ne dois pas vous expliquer tout ça. Les frustrations aussi, parfois, pour les consultations tous les 6 mois. L'incompréhension face à l'épilepsie. Donc, on a décidé de consacrer notre temps à utiliser des nouvelles technologies comme le digital pour mettre ça au service des personnes atteintes d'épilepsie. Donc, on a passé beaucoup de temps à rencontrer des familles, des personnes atteintes d'épilepsie. Certains, je pense, sont aussi dans ce call, dans cet appel. On a aussi rencontré beaucoup les neurologues, donc professeur Haussmann, professeur Ferro, professeur Vreeling, ils nous ont beaucoup aidés. Il y a encore d'autres neurologues aussi. Et alors avec eux, on a développé Helpilepsy, où il y a une application mobile pour le patient, comme je le disais, qui permet de suivre l'épilepsie, mais je vais y revenir, qui est éventuellement aussi connectée à des objets connectés. Donc pour l'instant, uniquement la Nightwatch,
qui vient d'être présenté. Et puis le médecin, il a aussi son tableau de bord où il peut voir l'évolution de l'épilepsie. Pour aller plus dans le détail, donc l'application Help Epilepsy, elle sert à quoi? Elle sert d'un côté à aider à suivre et partager l'épilepsie, donc suivre les crises, les effets secondaires. Vous pouvez aussi ajouter depuis peu les vidéos des crises, très utile pour ensuite présenter ça dans un environnement sécurisé à votre neurologue. Et alors, certains centres en Belgique utilisent déjà Help Epilepsy dans leur pratique courante. Donc, il y a CHU Godin, pardon, donc avec le professeur Haussmann, CHU Liège, UCL Saint-Luc aussi. Donc, n'hésitez pas, a priori, si votre neurologue a des grandes chances qu'il utilise aussi Help Epilepsy. Et alors ensuite, Help Epilepsy va aussi vous permettre de mieux préparer votre consultation. Vous allez recevoir des rapports qui montrent l'évolution des crises par rapport au traitement, qui résument quand les crises ont lieu dans la journée. Donc, il va vraiment vous permettre d'avoir une vue détaillée de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Et donc, l'idée, c'est de faciliter la conversation avec votre neurologue pour, comme ça, arriver à mieux réfléchir à l'avenir et comment mieux essayer de résoudre les crises ou les effets secondaires ou les autres problèmes. L'application est complètement gratuite pour les personnes atteintes d'épilepsie, donc n'hésitez pas à la télécharger. Il y a le QR code ici, vous pouvez scanner, mais sinon il suffit de taper Help Epilepsy sur le Google Play Store ou sur l'App Store et vous pouvez le télécharger directement. C'est assez intuitif, donc ça devrait aller. Et alors, bon, l'équipe entre-temps elle a grandi, donc on était quelques-uns il y a 4 ans, mais maintenant on est plus, on est une quinzaine, et on travaille constamment à continuer à améliorer l'application. L'objectif, c'est que l'application soit vraiment une solution pour vous, pour faire en sorte que vous soyez acteur de votre santé. Donc vraiment que vous participiez lors des consultations avec votre médecin, qui est vraiment une interaction plus forte qui puisse se faire. On essaie de vraiment développer des outils d'aide à la gestion de l'épilepsie. Donc, par exemple, des outils d'apprentissage de l'épilepsie, des meilleures préparations à la consultation, des meilleurs rapports, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et alors, la dernière chose sur laquelle on travaille, ça c'est très intéressant aussi par rapport aux objets connectés, l'objectif c'est de connecter le plus d'objets possible. Donc, on a commencé avec la Nightwatch, et puis on est en train de regarder aussi pour connecter d'autres objets connectés. Par exemple, l'équipe de la Nightwatch, les gens qui ont travaillé sur la Nightwatch travaillent sur un bracelet similaire mais pour la journée. Puis il y a le Embrace, il y a encore d'autres objets qu'on est en train d'essayer de connecter à la solution. Comme ça, vous avez dans Help Epilepsy à la fois les crises que vous avez notées vous-même, vos effets secondaires, vos traitements, les rappels de traitement, mais vous avez aussi les crises et les données des crises qui ont été captées par les objets connectés. Par exemple, la Nightwatch, mais à la fois vous et le neurologue, vous pouvez avoir accès aux données brutes qui ont été captées par la Nightwatch. Donc vous pouvez voir l'évolution des mouvements, l'évolution du rythme cardiaque pendant la nuit pour la Nightwatch par exemple. Vous recevez aussi une notification quand une crise est détectée par la Nightwatch. Et alors pour finir, donc c'est jamais fini, l'application Help Epilepsy n'est jamais finie, donc on utilise beaucoup le feedback qu'on reçoit de vous pour continuer à l'améliorer. Et donc on appelle un peu à vous aussi aujourd'hui, si ça vous intéresse de nous aider à continuer à améliorer cette application, n'hésitez pas à m'envoyer en email ou en WhatsApp au numéro qui est affiché ici. Ce sera avec plaisir. On est toujours à l'écoute des personnes qui utilisent l'application pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à l'améliorer. Et on aimerait faire ça de manière un peu plus méthodique. Donc si ça vous intéresse de faire partie de ce petit groupe qui nous aiderait à continuer de l'améliorer, ce sera des workshops tous les quelques mois. N'hésitez pas à nous contacter, donc soit via WhatsApp ici, soit via email. Un grand merci pour l'attention et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Merci Jonathan. C'est Valentin. Merci beaucoup Jonathan, mais je pense que c'était très très clair, il y a très peu de questions. Je viens d'en voir arriver une demandant si, quelle que soit la marque, la montre connectée fonctionnait, mais je pense avoir compris que non, puisque pour l'instant c'est uniquement Nightwatch. Oui, donc là on travaille beaucoup, donc là on a travaillé avec les entreprises qui font ces objets connectés. On a travaillé avec eux parce qu'il faut construire un pont informatique entre notre système et le leur. Et donc c'est ce qu'on a fait avec l'équipe de la Nightwatch et sur ce qu'on est en train de travailler dessus avec d'autres producteurs d'objets connectés. Est-ce qu'on peut imaginer aussi simplement les smartwatches
Oui, ça on y travaille aussi. Vous y travaillez aussi. Jean-Luc, ça on y travaille aussi. Donc ça, ce ne sera pas forcément pour détecter les crises, mais ce sera peut-être plutôt pour mettre en lien, par exemple, le sommeil avec l'épilepsie ou l'activité journalière avec l'épilepsie, des choses comme ça. Okay, merci. Et je crois que vous avez aussi répondu dans votre intervention à une question qui était posée tout à l'heure à M. Vincent, mais à laquelle on n'a pas répondu, qui était de savoir si ça fonctionnait pour la journée ou s'il y avait des projets pour de telles montres pendant la journée. Et donc, comme vous l'avez dit, vous travaillez avec les développeurs de la Nightwatch là-dessus également. Oui. Malheureusement, c'est quelque chose qui reste très compliqué à faire. Donc, la Nightwatch, ça a pris vraiment, je pense, ça a pris 10 ans à développer la Nightwatch. Donc, il y a beaucoup de technologie qui a été mise dedans. On espère que ça va s'accélérer. Je pense que ça va s'accélérer dans les années qui viennent. Merci. Je veux dire, si vous voulez, la grande difficulté pour la détection, les médecins pourront contredire, mais la grande difficulté, le Nightwatch est basé sur le rythme cardiaque et les mouvements. Et donc, c'est beaucoup plus facile à faire la nuit parce que le rythme cardiaque est beaucoup plus régulier et il y a peu de mouvements. Effectivement, dans la journée, il y a beaucoup de variations de rythme cardiaque et beaucoup de mouvements. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile d'avoir un appareil. Le Nightwatch ne sera pas pour la journée avant longtemps, dirons-nous. Oui, effectivement, je voulais juste revenir effectivement sur l'information que j'avais donnée tout à l'heure. J'avais dit que ça détectait l'activité des muscles, mais non, effectivement, c'est la fréquence cardiaque qui est détectée, en plus des mouvements, comme vous venez de le dire. Et de fait, c'est difficile d'avoir des algorithmes qui sont suffisamment sensibles et spécifiques pour pouvoir détecter les crises de manière fiable en journée sans envahir le patient de fausses alarmes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les crises que nous, médecins, estimons vraiment indispensables à détecter parce que les plus dangereuses, ce sont effectivement les crises convulsives nocturnes et cette mission, je pense, est bien remplie par l'appareil proposé avec Nightwatch. Ok, donc une dernière petite intervention. Merci beaucoup, Susanna, pour ces précisions. Dernière petite intervention qui est, Dieu sait si elle est importante, qui est faite pour vous remercier tous de ces recherches nombreuses pour viser à améliorer la vie des patients qui souffrent malheureusement d'épilepsie. Donc bravo à tous les chercheurs et à toutes les équipes qui s'engagent là-dedans. C'est un message de Valérie. Voilà, je transmets. Avec plaisir. Valentine, je te laisse reprendre la suite pour respecter l'horaire. Oui, voilà, on le respecte, c'est bien. Voilà, alors on va maintenant accueillir Vanessa Way, qui est directrice de l'ASBL Osmose, qui donc forme des chiens d'assistance et qui va nous rejoindre, je pense, maintenant. Si Vanessa est bien. Parfait. Bonjour Vanessa, merci. Bonjour. Et bienvenue, c'est à vous. Est-ce qu'on voit le diapo? Oui, on le voit. On le voit, parfait. Oui. Oui. Ok. Je suis à la fin. Donc, Osmose, depuis 10 ans, forme des chiens d'assistance. Alors, juste pour remettre dans le contexte, on forme presque tous les chiens d'assistance, sauf les chiens pour les personnes malvoyantes, puisque dans la tête des gens, un chien d'assistance égale un chien pour une personne malvoyante. Nous, on forme des chiens pour les personnes en chaise roulante, pour les personnes épileptiques, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, pour les personnes diabétiques et pour les enfants qui sont atteints d'autisme ou de maladies orphelines. Alors, le chien pour l'épilepsie, c'est quelque chose qui est très complexe. On a vu dans la présentation qu'ils peuvent éventuellement détecter des crises, qu'ils peuvent réagir en cas de crise. On ne sait actuellement pas comment ils détectent les crises, ni pourquoi. Il y a effectivement beaucoup d'études qui sont en cours depuis 3-4 ans. Les études s'accélèrent énormément, mais on n'a pas encore des résultats qui sont suffisamment satisfaisants pour être sûr de résultats. Il y a quelque chose au niveau de l'odorat, ça c'est certain, mais il y a certainement autre chose au niveau électrique, électromagnétique qui se passe entre le maître et son chien. Alors nous, on n'est pas capable d'entraîner des chiens à détecter les crises, parce que ça demande des moyens de surveillance qui sont immenses,
puisqu'on ne sait pas comment un chien détecte une crise. En réalité, comment est-ce que les associations en Angleterre ou en Amérique qui ont des moyens qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres font, c'est qu'ils mettent des chiens en présence avec des personnes qui font un certain nombre de crises dans une maison qui est sous surveillance vidéo pendant 24 heures. À chaque fois que la personne fait une crise, ils analysent les vidéos pendant 1 heure avant la crise d'épilepsie. Et puis alors, ils arrivent à déterminer qu'à chaque crise, le chien fait la même commande. Il y a des fois les chiens qui vont aboyer 10 minutes avant la crise, il y a des chiens qui vont aboyer systématiquement 15 minutes avant la crise, il y a des chiens qui vont ramener toujours le même jouet une demi-heure avant la crise. Et c'est quand on a identifié ce comportement-là, on peut comprendre à ce moment-là que le chien détecte les crises. Donc nous, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on apprend aux chiens à réagir en cas de crise. Donc c'est ce qu'on appelle en premier lieu des chiens d'alerte. Alors effectivement, ils peuvent appuyer sur des boutons d'alarme, c'est ce que M. Osman disait tout à l'heure. C'est les boutons que vous voyez au bras des personnes. Donc je vais peut-être passer les 2 séquences vidéo. Donc on a 2 personnes épileptiques différentes qui tombent de 2 manières différentes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend aux chiens à repérer, à identifier la chute et dire au chien, quand tu vois ton maître chuter, tu réagis d'une telle ou d'une telle manière. Alors avec Julien, il va appuyer sur le bouton et le stimuler au réveil, mais là on était dans la première phase d'apprentissage, donc vous ne le verrez pas, mais il appuie déjà sur le bouton. Et Gaïa, elle, c'est allée chercher le téléphone, revenir à côté de sa maîtresse, appuyer sur le bouton et la lécher pour la stimuler au réveil. Donc, dans la séquence, ici, c'est Ice qui appuie sur le bouton. Alors, ce bouton-là, c'est un simple petit bouton qui est relié on m'entendait, désolé, qui est relié au téléphone et qui envoie un message d'alerte à une personne de la famille. Et pour Laura, c'est la même chose. Donc, ici, le chien va chercher le téléphone dans le sac qu'on avait identifié, qu'on mettait toujours au même endroit. Il appuie sur le téléphone et il lèche pour stimuler au réveil. Donc ça, c'est vraiment le chien qui répond à la crise. Maintenant, grâce au contact qu'on peut provoquer entre le chien et la personne, alors certains chiens commencent à prévenir les crises. Et c'est ça qui est important pour nous d'identifier. On en revient au journal écrit. Ce qu'on demande quand un chien arrive à la maison, c'est que son maître note tous les comportements qui sont anormaux chez le chien, qui sont inhabituels dans son quotidien. Et parfois, on voit des comportements récurrents. Par exemple, Gaïa très vite a commencé à gémir 10 minutes avant chaque crise. Donc, Laura notait à chaque fois Gaïa a gémi, et puis après, 10 minutes après, j'ai fait une syncope. Et donc, on a réussi à identifier, OK, chaque fois que Gaïa a gémi ou qu'elle aboie, ça veut dire que le chien prévient. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on renforce ce comportement-là. Pour Julien, c'était la même chose, c'est que le chien a aboyé. Plus ou moins 15 minutes avant la crise, c'est arrivé 3-4 fois. Donc, on a commencé à récompenser. Malheureusement, Julien et le chien sont allés chez les grands-parents tout au début de l'apprentissage. Et les grands-parents n'ont pas identifié l'aboiement comme une alerte. Donc, ils ont cru que le chien voulait sortir. Ils ont mis le chien dehors. Pendant ce temps-là, Julien a fait une crise. Il s'est blessé assez sévèrement, ce qui fait qu'après, il est resté quand même longtemps sans se lever. Et donc, le chien a stoppé complètement la prévention des crises. Donc, c'est quelque chose qui est très complexe de travailler avec le chien, puisqu'il peut créer une bonne relation, il peut prévenir, on peut le récompenser. Mais une fois qu'on a une mauvaise action, une mauvaise interprétation de son comportement, on peut vite passer à côté. Et si le chien il voit qu'on ne comprend pas, il n'a peut-être plus d'intérêt non plus à prévenir les crises. Vanessa? Oui. Je m'excuse d'interrompre 2 petites secondes. Je pense qu'en fait, le diapo ne défile pas. Je vois 2 messages, effectivement, et qu'on serait sur la dernière slide. Vous le voyez au début, mais vous ne le voyez plus maintenant. Voilà. Ici, vous le voyez? Oui, voilà. On voit Julien et Ice. Oui. Donc, en fait, vous ne voyez pas les vidéos. Vous voyez, là? Là, on voit en fait la slide Julien, Ice, Gaïa. Alors, je ne sais pas comment, parce que je dois le mettre en mode présent. Ou bien alors, je vais faire comme ça va, j'ai trouvé.
Je crois que tu dois te mettre en mode diaporama. Oui. Mais j'étais en mode. Apparemment, quand je passe en mode diaporama, vous ne voyez plus l'écran. OK. Donc, j'essaye de lancer juste la vidéo dans le diapo, c'est en plus petit, mais au moins, on voit quelque chose. Donc là, c'est Gaïa à la droite qui travaille. Avec le bouton, on voit qu'il est connecté au poignet. Ce qui est le plus dur dans l'éducation et dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a aucune commande pour le chien. Donc, pour toutes les autres commandes, on apprend le chien à déshabiller, à ouvrir les portes, à allumer les lumières, etc. Et c'est chaque fois le maître qui va donner un ordre au chien. Ici, en fait, l'ordre pour le chien, c'est la position du maître. Donc, c'est un travail qui est vraiment de longue haleine, qui demande des centaines de répétition pour arriver à quelque chose qui soit un minimum concret. Donc ça, c'était Julien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous disent on ne pourrait pas se payer le chien parce que ça coûte trop cher. Effectivement, quand on voit passer les tarifs des chiens d'assistance, c'est vrai que le coût pour un chien, chez Osmo, c'est entre 15 et 20 000 euros pour la formation d'un seul chien. Il faut savoir que les chiens, ils sont offerts aux personnes qui les reçoivent. Donc, c'est gratuit. Ça demande du temps. Donc, il y a plus ou moins 2 ans d'attente pour recevoir un seul chien. Il y a une liste d'attente. Il y a aussi des critères. J'avais vu 1 ou 2 questions avant sur l'attribution des chiens d'assistance. Alors, une personne qui fait une crise tous les 3 ou 4 mois, ça ne sert même à rien de demander à un chien pourquoi. Il a besoin de repères, il a besoin d'avoir... c'est presque dommage, hein, mais il a besoin d'être entraîné et de voir régulièrement ce pourquoi il a été entraîné. Donc, s'il y a peu de crises, il sera incapable d'agir le jour de la crise. Donc, c'est important de faire plusieurs crises. Nous, on travaille sur la Wallonie et sur Bruxelles. Et en Flandre, il y a une association qui s'occupe de former les chiens pour les personnes flamandes. Donc, je reviens à la première chose, c'est que ça coûte cher pour nous, mais ça coûte rien du tout pour le bénéficiaire. Par contre, le chien restera toujours propriété de l'association. Voilà, je pense que j'ai fait mes 10 minutes en extra rapide. C'est pas facile de présenter tout ça en si peu de temps, mais il y a toutes les informations sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette présentation. Jean-Luc, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question. Mais il n'y en avait pas beaucoup, je vois qu'il y en arrive tout de suite. Le délai pour obtenir un chien, je pense que Vanessa, tu as dit il faut d'abord être sélectionné, mais je vais te laisser répondre. Oui, à partir du moment où le dossier est accepté, c'est à peu près 18 mois pour recevoir son chien. On travaille vraiment d'une manière très spécifique. On est les seuls à travailler de cette manière-là en Europe, voire au monde, mais en tout cas en Europe, on est les seuls à travailler de cette manière-là, où ce sont les familles d'accueil qui forment le chien de A à Z. Donc, dans toutes les autres associations, les chiens sont placés en famille d'accueil pendant 1 an, puis l'association le reprend. Ce sont des éducateurs canins qui forment le chien pour le futur métier. Chez Osmose, les chiens ils restent dans la même famille d'accueil du début à la fin de la formation. Et pendant les 6 derniers mois de formation, quand on sait quel chien ira avec quelle personne, à ce moment-là, la famille d'accueil va travailler en même temps avec nous et en même temps avec la personne qui va recevoir son chien. Et donc, à peu près pendant 6 mois, le futur bénéficiaire du chien va travailler avec la famille d'accueil, va apprendre à découvrir son chien progressivement, va apprendre à le travailler jusqu'au moment où il va arriver à la maison, plus ou moins 6 mois après. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça permet de travailler sur le relationnel, ça permet de travailler sur l'ouverture d'esprit, parce que vous parliez de la stigmatisation et de la reconnaissance de la maladie. Le fait de travailler de cette manière-là, ça permet de sensibiliser aussi beaucoup plus les familles d'accueil, leurs familles aussi, leur entourage, et au handicap et aux maladies. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit non plus, c'est que se promener dans la rue avec un chien d'assistance, ça permet aussi de casser les barrières du handicap. Alors quand on est épileptique et qu'on se promène dans la rue, on ne voit pas tout de suite qu'on est malade, mais par contre quand on a une crise, le chien est là et les gens ils ont tendance à intervenir, à être beaucoup plus proches et à vouloir aider beaucoup plus vite si on a un chien à côté de soi. Alors certaines personnes
ne veulent pas que le handicap soit visible, que la maladie soit visible, donc ils ne veulent pas un chien à côté d'eux. Mais d'autres personnes, ça rassure aussi d'avoir le chien à côté de soi, parce que le chien identifie et montre aux yeux des autres qu'il y a un problème et que ce n'est pas quelqu'un qui abuse, ce n'est pas quelqu'un qui est drogué dans la rue. Merci Vanessa. Tu parlais de l'éducation votre méthode d'éducation des chiens. Je pense aussi que pendant la première année du chien, vous ne savez pas du tout si ce sera un chien pour l'épilepsie, pour le diabète ou... Non, non. En fait, exactement. La première année est une base commune à tous les chiens. En fait, on doit attendre aussi de savoir si le chien il a les aptitudes physiques, donc qu'il est bon au niveau, par exemple, de la dysplasie, au niveau comportemental. Et seulement quand on voit que tout se passe bien pour le chien, à ce moment-là, on va sélectionner, on va lui dire, OK, il est apte au service. Ça, c'est déjà la première chose. Mais il faut savoir que 90% des chiens, ils trouvent quelqu'un avec qui passer de fabuleux jours. Et c'est plus ou moins vers 15 mois qu'on va faire un speed dating, parce qu'on m'a parlé de ça il y a peu de temps, c'est un speed dating. Donc on a par exemple 4 chiens qui sont en fin de formation, on a 4 personnes les 4 personnes qui sont en tête de liste, on va mettre les 4 ensemble, on va switcher les 4 pendant toute une demi-journée et on verra en final le chien qu'il veut adopter, parce que finalement c'est quand même le chien qui choisit avec qui il va aller travailler plus tard. Merci Vanessa. Le professeur Ferrao Santos nous demande aussi quels sont les critères relatifs à l'épilepsie pour pouvoir obtenir un chien d'assistance. C'est clairement le nombre de crises. Donc il faut faire plusieurs crises par semaine pour pouvoir avoir un travail qui soit correct avec un chien. Et pour nous, c'est être sur Wallonie-Bruxelles. On ne va pas aller en Flandre, par exemple. Et alors, on a aussi l'espérance de vie, évidemment, du chien. C'est une question très, très sensible. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on essaie de travailler beaucoup avec les bénéficiaires du chien d'assistance, et c'est très compliqué parce que il crée une relation, je vais dire, presque fusionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'en parler très tôt. L'espérance de vie est plus ou moins... peut-être 12 ans, je veux dire, ça c'est la moyenne, ça peut aller jusqu'à 15 ans, mais il faut savoir que les chiens, on les met à la retraite, ils ont droit aussi, comme nous, à leur retraite. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de chiens. Quand les chiens ils arrivent proches de la retraite, on va en parler avec leur maître et on va leur proposer un nouveau chien s'ils le désirent, ce qui veut dire que les chiens guides, on les retire complètement de la maison, mais nous, on laisse le chien s'il veut à la maison. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un nouveau chien. Ils ont le vieux qui vit sa fin de vie toute tranquille, toute pépère. Ils ont un nouveau chien qui accompagne dans la vie. Merci Vanessa. Et alors, c'est une dernière question qui est au niveau des absences, donc des crises qui ne sont pas tonico-cloniques, mais des absences. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer aussi de traiter de soulager avec un chien d'assistance? Pas à ma connaissance, et pour moi, pour le moment en tout cas, c'est inconcevable parce que ça demanderait au chien une concentration exceptionnelle, et ça veut dire là on arrive dans la maltraitance animale. Si on demande au chien d'être focalisé à 100% sur la personne, en gros on devrait lui demander de ne pas dormir et d'être focalisé complètement sur son maître. Donc de ce qu'on connaît maintenant, non, c'est pas envisageable. Sauf si le chien il perçoit quelque chose, mais ça c'est lui qui va le développer, mais pas l'entraîner en tout cas pour les absences. Merci Vanessa. Et alors on a Isabelle qui a une question complexe pour la mettre par écrit, qui voudrait la poser oralement. Je propose qu'on le fasse, Isabelle, tout à l'heure au débat, comme ça on respecte le timing, puisqu'on va écouter maintenant notre dernier orateur. Et après nous aurons un espace pour des questions-réponses et Vanessa sera toujours là pour nous répondre à vos questions. Enfin, je pense en tout cas, Vanessa. Tu restes avec nous jusqu'à 16h? Oui, je suis là. Parfait. Un grand merci. Valentine, je te prends la parole. Un grand merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Vanessa, pour cette présentation. Maintenant, on va accueillir notre dernier intervenant cet après-midi, donc Jonathan Dan de Biteflight, qui développe actuellement des produits portables pour les personnes aussi souffrant d'épilepsie. Il y a une petite vidéo qui a été réalisée par Biteflight qu'on va diffuser, mais je vérifie d'abord que Jonathan aussi est là et je vais vous le présenter. Je suis bien là, oui.
Parfait, bonjour. Bonjour Jonathan. Et merci. Je pense que Michel va préparer la vidéo pour la diffuser maintenant. Peut-être que pendant ce temps-là, Jonathan Bren, peut-être vous pouvez dire un ou l'autre petit mot. Oui. Et donc Bytefly, c'est une entreprise, une start-up qui s'est lancée il y a plus ou moins 5 ans, qui développe des capteurs portables dans toute une série de domaines. Et depuis le début, il y a un fort intérêt de Bytefly pour l'épilepsie, avec plusieurs projets où on s'est demandé comment on pouvait employer ces capteurs portables pour suivre de l'épilepsie, si possible à la maison. Et ça, c'était un long processus qui commence par beaucoup de recherches et qui aboutit avec des capteurs qui peuvent être commercialisés, avec des capteurs qui ont une certification médicale. Et puis, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui commence maintenant pour pouvoir mesurer des personnes à la maison dans un environnement contrôlé avec du personnel soignant. Parfait, un grand merci. Donc, on va voir tout de suite en image ce que propose Bytefly. Bonjour, moi c'est Jonathan. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet Epicare at Home de Bytefly. Alors, comme vous le savez, trouver un traitement adéquat pour une personne avec de l'épilepsie est un long chemin. Pour ce faire, le neurologue doit d'abord diagnostiquer la maladie et puis essayer d'en faire un suivi afin de comprendre quel traitement médicamenteux ou autre pourrait aider ce patient. Et de nos jours, on fait ça surtout à l'hôpital avec des électroencéphalogrammes et parfois avec de la vidéo-électroencéphalographie. Mais si on pouvait mesurer les crises d'une personne atteinte d'épilepsie à sa maison, on pourrait probablement mesurer sur une beaucoup plus longue durée et trouver un traitement satisfaisant plus rapidement. Et c'est ce que le projet Epicare at Home propose. Ce qu'on veut, c'est obtenir une précision clinique avec un design qui soit centré sur le patient et qui permet de mesurer à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un capteur, c'est un outil que peut utiliser le neurologue et que peut utiliser les personnes qui ont de l'épilepsie. Et le capteur permet de mesurer de nombreux signaux et donc permet de mesurer par exemple l'activité électrique du cerveau, l'électroencéphalogramme, mais mesure aussi l'activité électrique du cœur, l'électrocardiogramme, l'activité électrique des muscles, l'électromyogramme et le mouvement d'une personne. Et avec tous ces indicateurs, avec tous ces signaux, on peut compter de manière objective le nombre de crises qu'a une personne à la maison. Et ça, c'est un long chemin qui s'est fait en de multiples étapes et qui commence par de la recherche pour savoir mais quels sont ces indicateurs, ces signaux qui permettent de mesurer une crise de manière fiable. Et cette recherche commence sur les signaux, mais se fait aussi sur les capteurs eux-mêmes. Comment peut-on miniaturiser l'électronique de manière à ce que ce soit confortable pour qu'une personne puisse le mesurer sur le long terme à la maison. Et une fois que toute cette phase de recherche a abouti, on arrive à une étape de validation. Des essais cliniques sont faits en hôpitaux pour valider les capteurs et les méthodes de mesure. Une fois qu'on a fini la validation, on arrive enfin au moment où la solution peut être déployée au plus grand nombre. Et Bytefly fait ça en épilepsie, mais se concentre aussi sur d'autres applications et d'autres domaines, et est par exemple pour l'instant fort actif sur le Covid. Alors, Epicare at Home, c'est un projet de recherche qui a déjà commencé en 2016, où Bytefly s'est lancé dans de la recherche pour développer des capteurs qui permettent de mesurer l'épilepsie à la maison. Une fois que les premières étapes de recherche ont abouti, Bytefly a validé, a obtenu une certification CE pour les appareils de mesure et a lancé ce qu'on appelle le Bytefly Kit, qui est une série de capteurs que des professionnels de la santé
pouvait utiliser dans le cadre d'études spécifiques. Et tout récemment, Byteflies est arrivée à cette étape où elle veut toucher le plus grand nombre et lance EpiCare at Home. À ce stade, c'est une démonstration d'une solution potentielle qui a été utilisée par un neurologue et par un patient atteint d'épilepsie réfractaire. Alors, le développement continue et en début mars 2021, on pense que toute la solution sera certifiée CE et pourra être prescrite par un neurologue. Et cette solution comprendra aussi un aspect logiciel et des dashboards pour visualiser et analyser les données. Et donc, dans les prochains mois, on imagine travailler avec plusieurs hôpitaux en Belgique et travailler avec l'INANI pour une solution de remboursement de ces mesures. Donc, comment ça se passe, EpiCare at Home? Bien, au centre, on a le patient atteint d'épilepsie qui cherche à trouver un traitement avec son neurologue. Et le neurologue lui prescrit la solution EpiCare at Home. Et donc, lui prescrire la solution veut dire que le patient va après rentrer à la maison, accompagné d'aide d'infirmiers et d'une application pour pouvoir mesurer son épilepsie à la maison. Il reçoit pour ça une boîte, et dans la boîte, il y a les capteurs eux-mêmes, ainsi que les électrodes, les patchs, les autocollants qu'il va devoir mettre proche de son cœur et derrière ses oreilles pour mesurer son activité cérébrale. Il y a aussi une station de dockage qui va pouvoir envoyer ces données vers un cloud où le neurologue pourra analyser les données. Il reçoit aussi une application qui lui permet d'enregistrer sa station de dockage sur le réseau et d'y entrer des notes, son carnet de notes de crise d'épilepsie. Alors, je vais vous faire une démonstration maintenant de tout ce qui se trouve dans la boîte avec des collègues. La solution EpiCare at Home comprend un QR code qui vous permet de vous identifier dans l'application. L'application vous guide ensuite vers les étapes pour pouvoir faire un enregistrement de manière autonome à la maison. Alors, pour faire l'enregistrement, vous devrez utiliser des patchs autocollants qui comprennent les électrodes et qui se placent derrière les oreilles pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Alors, ça se place juste en dessous de la limite des cheveux et mesure l'activité électrique du lobe temporal. Alors, chacun de ces patchs a 2 électrodes, 2 points de mesure. Vous avez un patch du côté droit et un patch du côté gauche. Vous préparez ensuite le réceptacle pour le capteur d'enregistrement en mettant un autocollant double face que vous collerez ensuite dans votre... Et ce réceptacle va se connecter au patch que vous avez collé derrière les oreilles et va permettre de connecter le capteur au patch. Vous le placez dans le cou. Vous pouvez faire ça de manière autonome et seule. C'est souvent plus facile si vous êtes assisté par quelqu'un. Et vous connectez ensuite les fils vers le patch. Il y a 2 fils, 2 électrodes de chaque côté. Vous placez ensuite le patch et le réceptacle pour l'électrocardiogramme, pour l'activité électrique du cœur. Il se place de manière horizontale, juste au-dessus du cœur. Vous prenez ensuite le SenseDot, le capteur, avec un petit cœur, et vous le placez
dans le réceptacle de l'électrocardiogramme. Vous faites la même chose pour le capteur avec le petit cerveau et vous le placez dans le réceptacle pour l'électroencéphalogramme. Une fois que vous les avez placés, la mesure commence automatiquement et après 24 heures de mesure, vous pouvez les replacer dans la station de locage et les données sont envoyées automatiquement vers la plateforme en ligne. Les données enregistrées avec le SenseDot sont ensuite envoyées vers un cloud où elles sont accessibles par votre neurologue qui peut analyser toutes les données. Alors, Byteflies travaille aussi vers une analyse automatique de ces données de manière à pouvoir détecter automatiquement les crises d'épilepsie et permettre un gain de temps pour le neurologue quand il analyse vos données, de manière à ce qu'il ne puisse prendre que 10 minutes d'analyse sur 24 heures d'enregistrement. Et vous voyez sur cet écran les différents signaux qui sont mesurés par EpiCare. Vous voyez l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, un indice d'activité. Et en conclusion, EpiCare at Home utilise des SenseDot pour pouvoir mesurer les crises d'épilepsie de personnes avec de l'épilepsie à la maison pendant une longue période de temps dans la vie de tous les jours. Et ça permet de fournir des données objectives et utiles pour les personnes avec de l'épilepsie et leur neurologue. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à visiter le site web de Byteflies, à peut-être aller lire un article de blog qu'on a écrit pour présenter cette solution que je vous ai détaillée, et peut-être aussi à aller voir une conférence qu'on a organisée récemment, le Byteflies Epilepsy Day, où on a rencontré toute une série d'acteurs, que ce soit des neurologues, que ce soit des patients, pour parler de technologies médicales en épilepsie. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup pour la diffusion et pour le film préparé, Jonathan Dan. Merci beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être des questions maintenant. Jean-Luc, on peut peut-être passer à la séance questions-réponses. Voilà, on va passer à une séance questions-réponses. Je n'ai pas vu arriver de questions particulières sur Byteflies. Un grand merci, Jonathan, qui nous a fait une présentation très claire, sans doute. Ah non, il y a quand même une question. Est-ce que le centre Lennox l'utilise? Demande Annette. Alors, à ce stade, la plupart des partenaires proches avec lesquels on travaille se trouvent en Flandre. Et si je ne me trompe pas, le premier patient a été recruté à Hasselt pour la solution EpiCare at Home. Il se fait qu'il y a beaucoup d'autres projets de recherche qui se passent autour de ça. Et ça se passe un peu partout en Europe à travers une collaboration d'un grand projet européen, un projet EIT. Et donc, je ne crois pas que le centre Lennox l'utilise pour l'instant. Merci, Jonathan. Mais le docteur Ruiling pourra peut-être nous le confirmer ou infirmer. Non. La parole, s'il vous plaît. De patients. Ok, merci beaucoup. Alors, Isabelle avait une question qu'elle voulait nous poser oralement, dont à Vanessa, je pense. Donc, on va peut-être donner la parole à Isabelle. Bonjour, merci. Donc, en fait, j'ai 15 ans, je vis toujours chez mes parents, je suis épileptique depuis maintenant 4 ans. Et c'était pour savoir si, en tant qu'enfant vivant toujours chez ses parents, on a droit à un chien d'assistance. Alors oui, il n'y a pas de critère d'âge. Par contre, il faut d'abord que les parents acceptent d'avoir un chien à la maison. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'école. On travaille beaucoup avec les écoles ou pour les adultes avec le milieu de travail. Pour nous, c'est indissociable que
le chien et la personne doivent être ensemble tout le temps. Donc, ça veut dire que si vous allez à l'école, le chien doit être avec. Donc, il faut travailler également avec l'école pour que le chien soit accepté là-bas. Donc, mais bon, ça, c'est quelque chose que nous, on peut aider dans la relation. Plus le chien il est avec la personne et plus il y a plus la relation va être forte et mieux le chien réagira en cas de crise, que ce soit avant ou après la crise. D'accord, merci. De rien. Merci beaucoup. Alors, on a une question aussi sur le prix du système Biteflies. Alors, à ce stade, le prix est de 100 € par patient par jour, donc par jour d'enregistrement pour un patient. C'est un prix qu'on veut faire rembourser en partie par l'INAMI. Et donc, il y a une demande qui est en cours d'introduction auprès de l'INAMI. Et donc, on espère que tous les 100 € ne seront pas à la charge du patient. Ok, merci beaucoup, Jonathan. Quelque chose que j'ai vu passer dans les questions tout à l'heure aussi, c'est qu'il semblerait que certains patients ou proches, en tout cas, ne connaissent pas encore l'existence même de l'agenda papier. Or, je pense que les neurologues ici présents nous rappelleront certainement l'importance de la tenue de cet agenda. Et nous avons aussi des agendas disponibles sur le site de la Ligue. Donc, je ne sais pas si un des docteurs présents veut intervenir sur ce sujet, mais je pense qu'il est très important. Les systèmes automatiques sont une grande aide, mais il existe depuis très longtemps un système papier. Tout à fait. Le système papier, ça reste la base. C'est vrai que les agendas électroniques sont une plus-value, mais à tout le moins, avoir un agenda papier, c'est vraiment quelque chose qui permet de dialoguer à chaque consultation, de dire, ben voilà, il y a eu autant de crises. Sinon, la mémoire, elle fait défaut. On va dire, ah oui, je pense que j'en ai fait un petit peu plus ou un petit peu moins, on ne sait pas. Et si on veut adapter les traitements, c'est une façon aussi de pouvoir noter les effets secondaires, eh bien, ça reste quelque chose qui est vraiment optimal et simple, qu'on emporte toujours avec soi. C'est son petit passeport. C'est fondamental pour ma pratique, en tout cas. Merci beaucoup, professeur Haussmann. Je n'ai plus d'autres questions dans la liste de ce que nous avons reçu tout à l'heure. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir ou apporter un complément d'information. J'avais vu passer au début, donc certaines personnes qui se demandent pourquoi on veut détecter les crises tonico-cloniques, les crises convulsives la nuit. Il y a de l'écho là, je pense. Il faudrait que les personnes désactivent le micro. Oui, merci. Et donc, c'est bien sûr tout l'enjeu. Hein, donc, Michel Haussmann avait parlé donc, du risque de SUDEP, donc de mort subite inattendue en épilepsie. Et on sait que ce risque est très faible, mais présent, et donc à chaque fois un événement dramatique. Et on en sait quand même un peu plus par rapport au SUDEP. Donc, on sait que ce sont des événements qui arrivent après une crise tonico-clonique, donc une crise avec convulsion, le plus souvent la nuit, pendant le sommeil, le plus souvent des personnes mal positionnées, donc sur le ventre, et qui ont, après la crise, ont des difficultés à reprendre la respiration. C'est comme ça qu'on explique ce risque de décès. Et le fait de détecter la crise et donc d'intervenir rapidement et donc de mettre la personne en position latérale de sécurité permet de réduire très très fort ce risque de décès inattendu. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'investissements pour la recherche pour détecter ces crises-là, les crises tonico-cloniques pendant le sommeil. Voilà. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai une question à poser par rapport au chien. Est-ce que le chien, en fait, sa fonction, c'est d'aboyer une fois qu'il y a eu une crise, ou bien est-ce qu'il aboie avant une crise pour prévenir qu'il va y avoir une crise? Merci d'avance. Alors, donc, nous, on les forme d'abord à réagir en cas de crise, ça c'est la première chose. Et après, si ça fonctionne bien, si la relation se passe bien et si le chien montre des signes évidents, peut-être qu'il aboiera ou qu'il montrera d'autres signes pour prévenir la crise, mais ça, on ne peut jamais le garantir. Ici, en Belgique, en tout cas, personne ne pourra vous garantir que le chien détectera les crises à l'avance. Merci beaucoup.
Je vais peut-être répondre à une des questions que j'ai vues passer dans les commentaires par rapport à la détection des crises en journée et en temps réel. Donc ici, nous n'avons pas présenté tous les appareils connectés qui existent. Il y en a d'autres et je vous invite à vous informer aussi. Mais il y a en particulier, on l'a évoqué un petit peu, un appareil qui a un développement déjà bien avancé, qui est la montre Embrace. Ça, c'est une montre effectivement qui se porte de journée comme de nuit et qui fonctionne en détectant là aussi le mouvement, mais aussi l'activité cardiaque et aussi le degré de transpiration au niveau de la pose qui tous ces critères-là peuvent traduire ensemble une crise ou ensemble ou séparément. Et donc, oui, ça existe aussi des systèmes de détection des crises en journée. Voilà, mais on ne pouvait pas tout présenter ici et on a dû faire des choix. Je pourrais poser une question? Allô? Oui, vous pouvez poser la question. Ah, pardon, je pensais que vous ne m'entendiez pas, excusez-moi. Oui, donc voilà, en fait, je suis maman d'une petite fille de 12 ans qui a récemment eu une crise d'épilepsie. Donc depuis, elle en a fait quelques-unes et je vous avoue que c'est un terrain vraiment totalement inconnu pour moi. Et donc, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que est-ce qu'une épilepsie juvénile disparaît à un moment donné ou est-ce que ça peut continuer après l'âge adulte? Qui veut répondre peut répondre à cette question? Oui. Donc, on ne peut pas donner évidemment de réponse définitive. En tout cas, la possibilité qu'une épilepsie disparaisse, oui, ça existe bien sûr, quasiment toujours. Disons que les épilepsies qui commencent à l'adolescence, dans la majorité des cas, le risque de crise quand même peut persister très longtemps. Donc je dirais que pour les épilepsies qu'on appelle généralisées, idiopathiques, il y a des chances de disparition, de guérison après plusieurs années, mais c'est relativement faible, peut-être autour de 20-25% de chances que ça disparaisse. Donc, mais ça, c'est une réponse un peu générale. Hein, donc c'est différent pour chaque cas particulier. Ok, merci. Un témoignage aussi de Xavier, qui était le premier patient à faire partie du programme Epicare. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Xavier, sur ce programme ou votre vécu de ce programme. Bonjour. Je m'appelle Lohan, c'est pas Xavier, c'est le nom de mon père. C'était pour dire que j'ai pas au Byteflies la semaine passée et que ça s'est vraiment bien passé, que tu ne remarques en fait pas les patchs que tu et qui sont, ils sont vraiment pas dans le chemin. Et j'ai aussi été content que j'ai fait une crise pendant que j'avais les récepteurs sous. Et j'espère que ça va vous aider dans vos recherches. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Xavier. Quelqu'un nous pose aussi une question. Alors là, je crois qu'on n'est pas du tout sur la détection, mais les chambres hyperbares qui pourraient aider certaines crises d'épilepsie. Est-ce que quelqu'un veut... Est-ce qu'un des neurologues présents peut nous dire si c'est quelque chose qui est sérieux ou si c'est plutôt une fake news sur Internet? Alors moi, je n'ai pas de connaissance de thérapie anti-épileptique avec des chambres hyperbares, en tout cas. On peut en discuter une prochaine fois, mais
ça ne fait pas du tout partie de la pratique classique, non. Et en tout cas, pas de la détection. Non. Alors, une question très pratique aussi, est-ce qu'il y a un distributeur Embrace en Belgique? Mais pas à ma connaissance, et c'est vrai que c'est dommage. Maintenant, voilà, ils ont un site internet et je pense maintenant qu'il est traduit en français. Et voilà, je pense que c'est pas trop compliqué de les trouver. Ça fonctionne avec, bien sûr, la livraison de la montre et puis un abonnement qu'il faut payer mensuellement parce que la montre, voilà, garde les données. Et donc, il faut payer l'abonnement pour l'hébergement des données. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris pour justifier le prix. Mais c'est vrai que je n'ai jamais rencontré de représentant de la firme ici en Belgique, en dehors lors de congrès. Ce serait important de les rencontrer. Je ne sais pas si d'autres médecins ont plus d'expérience. Moi, tous mes patients se les ont procurés via Internet, mais pas de contact direct non plus. Merci, professeur Ferrao, professeur Haussmann. J'ai encore 2 mains levées, mais je crois qu'Isabelle, elle a déjà posé sa question. Claire Jeannès, qui avait sa main levée. Donc, si vous voulez poser votre question, allez-y. Sinon, je vais reprendre la liste des questions. Bon, excusez-moi, c'était une erreur de manipulation. Ok, pas de souci. J'essaie de reprendre les questions. Donc, est-ce que l'épilepsie compte développer une liaison avec Embrace? C'est une des questions qui nous est posée par Annette. Oui, on s'est déjà assis avec eux. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais on y travaille. Donc ça, on espère que ce sera bientôt le cas, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'Isabelle voulait reposer une question. Donc, Isabelle, allez-y. Donc en fait, c'est par rapport au savon à 5 €, c'est pour savoir si ça pourrait être éventuellement une bonne idée de proposer une action, proposer les savons dans mon école. Donc en parler dans mon école et un peu expliquer pour proposer. Alors, je vais peut-être laisser Valentine répondre à cette question. Moi, ça me paraît une très bonne idée. Mais... Allô, allô? Valentine, on ne t'entend pas, il faut allumer le micro. Pardon, erreur de manipulation aussi. Oui, Isabelle, pour répondre à la question, oui, bien sûr, voilà, on espère vraiment que les savons pourront être vendus dans les écoles, au travail, voilà, chez votre libraire, par exemple, demander à la pharmacie, les vendeurs bénévoles, vraiment, il n'y a aucun souci, c'est une très, très bonne idée. Tout à fait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question sur les méthodes de détection et le sujet du jour? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Oui, voilà, c'était concernant le bracelet, la montre dont on parlait, le Embrace. Est-ce que vous avez du recul un petit peu par rapport à l'efficacité de cette montre et de ce bracelet? Moi, je ne peux pas vous donner de réponse, mais peut-être qu'un de nos éminents neurologues présents pourra vous donner un peu d'informations sur cela.
Mais donc, je vais peut-être commencer. J'ai peu de patients qui utilisent Embrace. Je pense que j'ai 1 ou 2 patients qui a commandé la montre et en tout cas un patient qui a arrêté de l'utiliser. Donc, c'est pas une expérience très positive, mais je sais qu'il y a beaucoup de recul. Donc, votre question, c'était par rapport au recul. Il y a du recul par rapport à cet outil qui est effectivement efficace pour détecter les crises. Je pense qu'une des limitations est le taux de fausse alerte. Comme je vous disais, les appareils qui sont portés en journée, ben, ils sont évidemment beaucoup plus sujets aux fausses alertes puisque le patient bouge, le patient fait sa vie et il faut vraiment des algorithmes très puissants pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui est une activité normale et ce qui est une activité de crise. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que c'est encore compliqué de gérer les fausses alertes. Voilà. Mais je pense que les choses vont évoluer et je pense que si on peut obtenir des remboursements pour tous ces appareils portatifs, ça augmentera aussi l'utilisation par les patients. Mon expérience est tout à fait la même que celle du professeur Ferraos Santos. C'est un patient qui a aussi arrêté parce qu'il y avait trop de fausses alertes et l'autre, ça fait pas longtemps qu'il a, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais je pense que oui, ce sont des outils d'avenir et ça va continuer à se développer. Merci beaucoup, professeur Ferraos, professeur Haussmann. Ben voilà, on approche de l'heure de fin de cette réunion qui était, je pense, très riche, très intéressante et bien animée en termes de questions et de débats. Malheureusement, nous regrettons évidemment de ne pas avoir pu organiser cette journée en présentiel comme les autres années et de pouvoir nous rencontrer de façon un peu plus conviviale, mais ce n'est que partie remise et ce sera le cas dès l'année prochaine, j'en suis convaincu, soyons optimistes. Voilà, Valentine, je vais peut-être te laisser clôturer la journée. Mais oui, encore un tout grand merci à vous tous, à tous les participants, à tous les orateurs, aux invités intervenants qui sont pour leur présentation. Merci beaucoup aux organisateurs aussi. Donc, merci professeur Susana Ferraos Santos, merci Michel Haussmann, professeur Michel Haussmann, merci Jean-Luc, merci docteur Vrilling aussi. Merci à tous les intervenants, donc Jonathan Schreiber, Vanessa Way, merci aussi Jonathan Dan et enfin merci aussi à monsieur Jacques Vincent. Vraiment, vous avez apporté, je pense, un éclairage tous qui était très, très, très important et voilà, on n'a pas pu nous réunir cette année à cause du Covid, mais ce n'est que partie remise pour la 8e journée internationale l'année prochaine. Mais d'ici là, la Ligue reste évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Notre permanence téléphonique est ouverte tous les jours de la semaine de 9h à 17h. Céline Djenguez et Cécile sont toujours là aussi pour vous répondre. Notre assistante sociale, donc Céline, est disponible aussi pour vous aider si vous avez des questions, pour vous apporter de la documentation également. Donc voilà, on organise également, ça c'était important de vous le dire, un groupe de parole le 23 mars en ligne, donc pas en présentiel mais en ligne. Là, effectivement, il faut aussi s'inscrire et le nombre de places est limité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via notre site internet ou via notre boîte mail. Il y aura plus d'informations aussi sur notre site internet concernant les activités que nous allons encore organiser dans les prochains mois. On espère vraiment se retrouver, comme l'a dit Jean-Luc, en présentiel. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir modéré la séance d'aujourd'hui. Et on vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Et n'hésitez pas à participer à l'opération Savon qui va continuer encore tout le mois de mars. On compte sur vous parce que je pense que c'est vraiment avec vous, avec les bénévoles, qu'on arrivera tous ensemble à mieux faire connaître la maladie et à pouvoir la déstigmatiser. Vraiment, c'est en tout cas un de nos objectifs ici à la Ligue. Merci à tous, passez une très bonne fin d'après-midi et puis un bon week-end. Et à l'année prochaine ou plus tard. Merci. 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 Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.
voilà.